En novembre 2001, un jeune médecin est retrouvé mort dans un parc en Pennsylvanie. Son corps, recouvert d'une fine couche de givre, portait les marques de 5 balles. Personne n'aurait pu imaginer que ce crime entraînerait une série d'événements encore plus tragiques, mêlant obsession, manipulation et un système judiciaire défaillant, transformant une histoire d'amour en une tragédie familiale dévastatrice. Voici l'histoire d'Andrew Bagby, un médecin adoré par sa communauté, et de son fils Zachary, 2 vies brisées par quelqu'un qui prétendait les aimer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. L'histoire d'Andrew Bagby débute par une rencontre fortuite dans les années 60, sous le soleil de Long Beach, en Californie. Kate, une infirmière et sage-femme qui consacrait sa vie à voyager pour soigner les autres, s'était égarée en tentant de visiter Disneyland avec une collègue. Le hasard les conduisit dans un établissement local où elles rencontrèrent David, un jeune marin de la Navy américaine, qui leur proposa de les guider jusqu'au parc d'attractions. Malgré sa petite taille, Kate possédait une personnalité extraordinaire. Sa passion pour la justice sociale et sa détermination à défendre les plus vulnérables faisaient d'elle une personne inoubliable. David, quant à lui, se distinguait non seulement par sa grande stature, mais aussi par son esprit logique et sa franchise. Cette rencontre fortuite entre 2 âmes sœurs donna naissance à une romance intense et rapide, conclue par un mariage 5 mois plus tard. Le couple s'installa à San Diego, où Kate poursuivit sa carrière d'infirmière, tandis que David, après avoir quitté la marine, trouva sa voie comme ingénieur en informatique. Animés par un désir profond de fonder une famille, ils essayèrent immédiatement d'avoir des enfants. Cependant, les années passèrent sans succès, les confrontant à la douloureuse réalité que la parentalité biologique pourrait ne pas leur être accessible. Alors qu'ils envisageaient l'adoption, une surprise inattendue se produisit. Kate découvrit qu'elle était enceinte. Cette grossesse, perçue comme un véritable miracle par la famille, aboutit à la naissance d'Andrew à Wichita, Kansas. Bien qu'il soit arrivé 2 semaines après le terme, Andrew naquit en parfaite santé, apportant une joie immense à ses parents. La famille déménagea ensuite dans une banlieue paisible de San José, en Californie, où Andrew passa ses premières années. Durant son enfance, il développa des liens étroits avec des membres de sa famille au Royaume-Uni, passant des étés avec le côté maternel. Très tôt, Andrew montra une persévérance et une détermination remarquables, atteignant le prestigieux grade d'Eagle Scout à 15 ans, une réussite que seulement 5% des scouts obtiennent, généralement à 17 ans. Andrew possédait une personnalité charismatique en parfaite harmonie avec son apparence, un jeune homme de taille moyenne, aux cheveux bruns et aux joues rosées, arborant toujours un sourire éclatant. Son talent pour la comédie s'exprimait dans des films amateurs qu'il réalisait avec son meilleur ami Kurt, jouant souvent des rôles de méchants pour explorer différentes facettes de sa personnalité. Outre sa passion pour le théâtre, Andrew partageait avec son père un intérêt particulier pour la photographie, qu'il gardait cependant comme un loisir personnel et discret. Le parcours académique et émotionnel d'Andrew commença à l'université, où il fit la connaissance de Heather Arnold. Leur relation évolua jusqu'à des fiançailles, promettant un avenir radieux. En parallèle, Andrew nourrissait le rêve de suivre les traces de sa mère dans le domaine médical, ayant souvent des discussions approfondies avec elle sur ce sujet. Cependant, ses ambitions médicales rencontrèrent des difficultés lorsque plusieurs écoles de médecine rejetèrent ses candidatures. Cette période fut particulièrement éprouvante pour Andrew, entraînant une baisse significative de son estime de soi. Il en vint à douter de ses capacités et de sa valeur auprès de ses proches. Un tournant décisif survint lorsque sa mère découvrit par hasard une lettre égarée, une acceptation à l'Université Mémorial de Terre-Neuve, au Canada. Cette découverte changea sa vie, le conduisant à déménager à St. John's vers 1995 ou 1996. Heather, sa fiancée de l'époque, le suivit et intégra également cette université pour étudier la médecine. Cependant, dès la première année, leur relation prit fin lorsqu'Heather mit un terme à leurs fiançailles. Les raisons de cette rupture restèrent floues, mais l'impact sur Andrew fut considérable. Bien qu'il continuât à fréquenter ses cours et à rester en contact avec ses amis, un changement notable s'opéra dans sa personnalité. Cette période post-rupture fut marquée par une baisse significative de son moral, inhabituelle pour quelqu'un d'aussi optimiste et extraverti. Cette période de sa vie établit un schéma qui influencerait profondément ses relations futures, particulièrement sa sensibilité émotionnelle, qui jouerait un rôle clé dans les événements à venir. La combinaison de ses ambitions professionnelles et de ses luttes personnelles a marqué une étape cruciale, préparant le terrain pour les événements tragiques qui allaient suivre. Au printemps de 1999, alors qu'il était en 3e année de médecine, Andrew fit la connaissance de Shirley Turner. Cette rencontre constitua un tournant majeur dans sa vie, étant sa première relation depuis sa rupture avec Heather. Au début,
Ses amis étaient ravis de le voir reprendre sa vie sentimentale après des années de reconstruction émotionnelle. Shirley Turner, elle aussi étudiante à la Memorial University, avait une histoire personnelle bien différente. Née au Canada, elle avait grandi à Wichita, Kansas, avant de retourner au Canada avec sa mère après le divorce de ses parents. Lorsque Shirley rencontra Andrew, elle avait 38 ans, soit 12 ans de plus qu'Andrew, qui en avait alors 26. Son parcours professionnel était émaillé de controverses. Diplômée en éducation de la Memorial University, elle avait enseigné les sciences dans les années 80 avant de décider de se reconvertir en médecine, obtenant son diplôme en 1998. En tant que médecin résidente, elle avait accumulé de nombreux incidents problématiques. Ses superviseurs signalaient des comportements hostiles fréquents, des accès d'émotions incontrôlés, ainsi que des accusations infondées de mauvais traitement. Son travail manquait souvent de rigueur, avec des absences répétées et même des falsifications de rapports médicaux. Un épisode marquant fut celui d'un patient qui refusa de revenir à l'hôpital après une consultation avec elle. Plus inquiétant encore, elle avait du mal à accepter les critiques constructives, ce qui poussa ses superviseurs à éviter de lui faire des remarques de peur de déclencher ses réactions agressives. L'un de ses superviseurs nota qu'il se sentait manipulé lors de ses interactions avec Shirley, remarquant qu'elle détournait souvent les discussions sur ses performances négatives en critiquant les autres. Bien qu'elle puisse être charmante et enjouée, sa réponse aux confrontations concernant ses mensonges était empreinte d'agressivité et de reproches. Ce même superviseur souligna que ses interactions semblaient souvent artificielles, manquant d'authenticité personnelle, et qu'elle était unique parmi les centaines de résidents qu'il avait supervisés dans sa carrière. Les amis d'Andrew ne comprenaient pas pourquoi il poursuivait cette relation. En plus de leur écart d'âge notable, Shirley avait déjà divorcé 2 fois et était mère de 3 enfants. Son comportement en public était souvent déplacé, exprimant une possessivité excessive et faisant des remarques à connotation sexuelle qui mettaient les autres mal à l'aise. Particulièrement troublant était son obsession envers l'ex-fiancé d'Andrew, Heather. Shirley harcelait Heather avec des appels téléphoniques constants, partageant des détails intimes de sa relation avec Andrew dans une tentative apparente de provoquer un malaise et d'affirmer son contrôle sur le passé d'Andrew. Cette phase initiale de la relation entre Andrew et Shirley montra des signes précoces d'instabilité émotionnelle et de comportement dominateur, qui joueraient un rôle central dans les événements tragiques à venir. Malheureusement, ces signaux d'alerte ne furent pas suffisamment reconnus ou pris en compte à l'époque. En 2000, Andrew prit un tournant dans sa carrière lorsqu'il déménagea à Syracuse, New York, pour entamer une résidence en chirurgie. Pendant ce temps, Shirley s'installa aux États-Unis également, mais à Sac City, Iowa, où elle signa un contrat de 10 ans avec la Trimark Physicians Corporation. Cette distance géographique, d'environ 1600 km entre eux, marqua le début d'une relation à distance qui révéla davantage les dynamiques problématiques du couple. Le déséquilibre dans leur engagement envers la relation devint évident. Absorbé par ses responsabilités médicales, Andrew avait peu de temps pour visiter Shirley, tandis qu'elle parcourait régulièrement la distance jusqu'à Syracuse. Ces démonstrations d'attachement excessif se manifestaient par des appels téléphoniques incessants, alternant entre le téléphone fixe et portable d'Andrew dans un comportement obsessionnel. Un incident illustra particulièrement le comportement préoccupant de Shirley. Après l'une de ses visites, lorsqu'elle dut repartir alors qu'Andrew avait des obligations professionnelles, elle prétendit avoir oublié des affaires chez lui. Munie d'une clé qu'elle possédait, elle retourna dans l'appartement et, au lieu de récupérer ses objets, emporta plusieurs effets personnels d'Andrew, y compris son ordinateur portable, sa collection de films et de musique. Bien que cette violation de confiance fût flagrante, Andrew choisit de ne pas porter plainte. Après environ 1 an à Syracuse, Andrew réalisa que la chirurgie ne correspondait pas à ses aspirations professionnelles. En 2001, il décida de s'installer à Latrobe, Pennsylvanie, où il trouva sa véritable vocation en médecine familiale. La communauté plus intime et soudée de Latrobe offrit l'environnement idéal pour ses ambitions, lui permettant de tisser des liens étroits avec ses patients et de bâtir la réputation qu'il souhaitait en tant que médecin de proximité. C'est à Latrobe qu'Andrew connut une satisfaction professionnelle grandissante, gagnant rapidement la confiance et l'admiration de ses patients, qui commencèrent à demander spécifiquement des consultations avec lui, même s'il n'était encore qu'en résidence. Ce moment de réalisation professionnelle coïncida avec une décision personnelle importante, la fin de sa relation avec Shirley. Avec une confiance renforcée par ses succès professionnels, Andrew se sentit capable de poser des limites plus claires dans sa vie personnelle. Cependant, la rupture déclencha une nouvelle phase de comportements obsessionnels de la part de Shirley, qui continua à chercher à contrôler la vie d'Andrew par des contacts répétés et des manipulations émotionnelles, ouvrant la voie aux événements dramatiques qui allaient suivre. En septembre 2001,
les tensions entre Andrew et Shirley atteignirent un nouveau sommet lorsqu'elle annonça être enceinte de son enfant. Cette nouvelle ne resta pas entre eux. Shirley s'assura de la partager stratégiquement avec toute femme qu'elle considérait comme une menace potentielle. Cette tactique incluait de contacter directement les nouvelles amies féminines d'Andrew, leur annonçant la prétendue grossesse pour marquer son territoire et décourager toute relation naissante. Son comportement possessif s'étendit même à Heather, l'ex-fiancée d'Andrew. Shirley l'informa initialement de son intention d'interrompre la grossesse, avant de revenir sur sa décision en affirmant qu'elle garderait l'enfant. Ce revirement semblait faire partie d'une stratégie plus large de manipulation émotionnelle, utilisant la grossesse supposée comme un outil pour rester présente dans la vie d'Andrew. Malgré l'annonce de la grossesse, Andrew maintint ses distances et refusa de renouer la relation. Fin octobre 2001, bien qu'ils ne soient plus ensemble, Shirley accompagna Andrew à un mariage en tant qu'invité, en raison d'une invitation envoyée avant leur rupture. Durant l'événement, son comportement possessif et inapproprié provoqua un malaise général parmi les invités. Toujours collée à Andrew, elle démontrait une possessivité devenue emblématique de sa personnalité. La situation atteignit un tournant crucial le 3 novembre 2001. Lors d'un déjeuner à l'aéroport, juste avant que Shirley ne prenne son vol pour retourner dans l'Iowa, Andrew la confronta au sujet de sa prétendue grossesse. C'est alors qu'elle finit par avouer avoir tout inventé. Il n'y avait jamais eu de grossesse. Cette révélation fut la goutte de trop pour Andrew, qui, furieux de cette manipulation, déclara qu'il ne souhaitait même pas conserver une relation amicale avec elle. Il l'accompagna jusqu'à l'avion, espérant que les 1600 km de distance suffiraient à mettre un terme définitif à ce chapitre de sa vie. Cependant, 2 jours plus tard, le 5 novembre, Shirley réapparut de manière inattendue devant la maison d'Andrew aux premières heures du matin. Ses coups insistants à la porte finirent par le réveiller. Bien qu'hésitant à la laisser entrer, sa persistance le poussa à céder. Andrew devait partir travailler, mais Shirley insista pour discuter avec lui. Afin de gérer la situation, il accepta qu'elle reste chez lui pendant la journée et proposa un rendez-vous ultérieur, vers 18h, au parc Keystone pour avoir la conversation qu'elle semblait en vouloir. En arrivant au travail ce matin-là, Andrew était visiblement perturbé, un état inhabituel pour lui, connu pour son humeur généralement joviale. Son collègue Clark, remarquant son agitation, lui demanda ce qui n'allait pas. Andrew se confia et expliqua la visite surprise de Shirley, qu'il qualifia de « psychotique ». Inquiet, Clark lui conseilla de ne pas la rencontrer seule et de contacter la police. Cependant, Andrew minimisa les inquiétudes de son ami, affirmant qu'il irait bien et promettant de passer chez Clark vers 19h30, après son rendez-vous avec Shirley. Cette montée en intensité des événements mit en lumière les tactiques de manipulation émotionnelle et de contrôle utilisées par Shirley pour maintenir son emprise sur Andrew, même lorsqu'il tentait d'établir des limites claires. Ces actions révélaient un comportement obsessionnel, bien au-delà d'un simple attachement affectif, qui allait s'intensifier et aboutir à des événements encore plus troublants. Le 6 novembre 2001, l'absence d'Andrew au travail suscita une inquiétude immédiate. Réputé pour sa ponctualité et son professionnalisme, son retard et son silence étaient totalement inhabituels. Les tentatives de ses collègues pour le joindre, que ce soit à son domicile ou sur son téléphone portable, restèrent sans réponse. Vers 9h ce matin-là, une terrible nouvelle tomba. Un corps vêtu d'un uniforme fut découvert au parc Keystone, précisément à l'endroit où Andrew avait convenu de rencontrer Shirley la veille. Un policier se rendit à l'hôpital pour rassembler l'équipe dans la salle de conférence et leur confirmer la tragique réalité. Le corps retrouvé était celui d'Andrew. Les circonstances du meurtre étaient particulièrement brutales. Le corps fut découvert sur un parking proche de sa Toyota Corolla. La mort résultait de 5 tirs, 2 dans la région des fessiers, un au visage, un à la poitrine et un à la nuque. C'est un sans-abri, cherchant des canettes d'aluminium à recycler vers 6h du matin, qui fit la macabre découverte. Le corps était couvert d'une fine couche de givre, et à ses côtés se trouvaient 6 douilles usagées ainsi qu'une balle intacte. Clark transmit immédiatement aux enquêteurs des informations cruciales concernant Shirley, mentionnant sa visite surprise la veille et le rendez-vous prévu au parc. Interrogée par la police sur ses allées et venues le jour précédent, Shirley prétendit être restée alitée dans l'Iowa pour des raisons de santé. Cependant, un témoin clé se manifesta. Un homme déclara avoir aperçu 2 véhicules sur le parking du parc Keystone vers 18h10 le 5 novembre, d'une Toyota Corolla et un SUV Toyota, le même modèle que celui conduit par Shirley. Au cours des 2 semaines suivantes, l'enquête rassembla des preuves accablantes. Il fut établi que Shirley avait accédé à ses comptes eBay et Hotmail depuis l'ordinateur d'Andrew le 5 novembre, confirmant ainsi sa présence chez lui. Elle avait également utilisé son téléphone fixe pour informer son employeur qu'elle serait absente pour raisons médicales. Une perquisition menée dans l'appartement de Shirley, dans l'Iowa, confirma que Shirley
permit de découvrir une boîte de préservatifs provenant du domicile d'Andrew, dont le numéro de série correspondait à un achat effectué à Latrobe. Plus important encore, il fut révélé que Shirley avait récemment acheté une arme de calibre 22 et suivi 3 cours avec un instructeur en sécurité des armes à feu. L'instructeur apporta des éléments essentiels à l'enquête. L'arme de Shirley avait une particularité inhabituelle, elle éjectait parfois des projectiles non percutés, ce qui expliquait la balle intacte retrouvée près du corps d'Andrew. Il confirma également que Shirley utilisait le même type de munitions que celle ayant causé la mort de la victime. Interrogé à propos de cette arme, Shirley accepta dans un premier temps de la remettre aux autorités, mais affirma par la suite qu'elle ne parvenait plus à la localiser. Les relevés de téléphonie mobile contredisaient formellement son alibi, révélant un itinéraire qui retraçait son déplacement depuis l'Iowa jusqu'en Pennsylvanie, Chicago le 4 novembre, l'Indiana et Pittsburgh dans la matinée du 5, Cleveland le soir même, avant de retourner en Iowa le 6 au matin. Plus troublant encore, après son retour dans l'Iowa, Shirley laissa un message sur le répondeur d'Andrew comme si de rien n'était, témoignant d'un sang-froid glaçant face à l'acte qu'elle avait commis. Le 12 décembre 2001, Shirley fut finalement arrêtée, mais l'extradition vers les États-Unis s'avéra plus complexe que prévu. Le jour même de son arrestation, la juge Gail Welch prit une décision controversée. Elle autorisa sa libération sous caution, à condition qu'elle verse 75 000 $, rende son passeport, se présente chaque semaine dans un poste de police et s'abstienne de tout contact avec 8 personnes spécifiques, dont les parents d'Andrew et son ex-fiancé Heather. La situation devint encore plus étonnante lorsque le psychiatre de Shirley, le Dr John, participa au règlement de sa caution. Pendant cette période, Shirley fit une annonce publique qui provoqua une onde de choc. Elle affirma être enceinte de 4 mois d'un enfant qu'elle disait être celui d'Andrew. Bien que la paternité ne puisse être vérifiée avant la naissance, cette déclaration bouleversa profondément les parents d'Andrew, Kate et David. Le couple prit alors une décision radicale. Ils vendirent tous leurs biens et utilisèrent leurs économies pour s'installer au Canada, déterminés à se battre pour la garde de l'enfant à naître. Le 18 juillet 2002, Zachary Andrew Turner vint au monde, et un test ADN confirma qu'il était bien le fils biologique d'Andrew. Cependant, lorsque Kate et David tentèrent de rendre visite à leur petit-fils à l'hôpital, Shirley leur en interdit l'accès. Le processus d'extradition de Shirley traîna en longueur, lui permettant de rester libre et de conserver la garde exclusive de Zachary. Cette situation plaçait les grands-parents dans une position déchirante. Ils devaient négocier avec la meurtrière de leur fils pour voir leur petit-fils. Shirley compliquait régulièrement les choses, soulevant des objections futiles qui retardaient tout accord de visite. Après d'intenses négociations, un arrangement fut trouvé, mais extrêmement restrictif. Kate et David eurent droit à une heure hebdomadaire avec Zachary, sous une surveillance étroite. Chaque visite exigeait qu'ils se soumettent à des fouilles approfondies, tandis que Shirley restait dans une pièce voisine. En novembre 2002, lorsque Shirley fut temporairement détenue en attendant son extradition, elle accepta de céder la garde complète de Zachary à Kate et David. Toutefois, cette concession était assortie de conditions strictes. Les grands-parents devaient amener Zachary chaque semaine à la prison pour des visites et répondre quotidiennement aux appels de Shirley concernant le bien-être de l'enfant. Pendant cette période, une relation particulière se développa. Zachary montrait un attachement fort à Kate, manifestant une joie visible en sa présence. Avec ses grands-parents, il était souriant et détendu, mais en présence de Shirley, il devenait souvent agité et en pleurs. Cette préférence marquée n'échappa pas à Shirley, qui commença à ressentir une jalousie grandissante. La tension monta d'un cran lorsque Shirley remit en question les soins apportés par Kate et David à Zachary, malgré des preuves claires de leur dévouement et de leur amour. Elle chercha également à obtenir des informations sur l'enfance d'Andrew, bien que ses parents aient déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne discuteraient pas de leur fils défunt avec elle. Le 18 juillet 2003, pendant que Zachary fêtait son premier anniversaire dans un McDonald's, la situation a atteint un point de rupture. Au moment d'ouvrir les cadeaux, Zachary, encore trop jeune pour comprendre le concept de cadeau, se précipita vers Kate pour se blottir dans ses bras. Ce geste d'affection provoqua une réaction furieuse de Shirley, qui se mit à crier, exprimant sa colère de voir Zachary donner plus d'amour à Kate qu'à elle. Au même moment, alors que l'audience d'extradition de Shirley se préparait pour septembre, une nouvelle série d'événements commença. Shirley entama une nouvelle relation après avoir rencontré quelqu'un dans un bar local. Toutefois, cette histoire d'amour fut de courte durée, car les amis de son nouveau partenaire découvrirent des articles de presse relatant son implication dans le meurtre d'Andrew. Comme à son habitude, Shirley se lança dans une campagne de harcèlement, bombardant son ex-petite amie de messages et d'appels incessants. Dans l'un de ces messages, elle usa d'une tactique familière. Elle affirmait être enceinte, exigeant qu'il devienne un homme et assume ses responsabilités de père.
Le 17 août au soir, Shirley appela une amie pour lui dire qu'elle se rendait chez cet homme avec Zachary. Selon ses dires, elle s'était perdue et s'était arrêtée pour demander son chemin. Ce fut la dernière fois que quelqu'un eut des nouvelles d'elle ou du bébé. Le lendemain, 18 août, ils avaient disparu sans laisser de traces. Kate et David, paniqués, ne parvenaient pas à joindre Shirley, qui n'était pas chez elle. Les recherches commencèrent immédiatement, mais leur fin fut tragique. Sur une plage appelée Conception Bay, à environ 20 minutes de St. John's, un couple en vacances fit une découverte dévastatrice, les corps d'une femme adulte et d'un bébé. Kate et David furent appelés pour l'identification et confirmèrent qu'il s'agissait de Zachary et de Shirley. La scène du crime révéla des détails perturbants. Zachary fut retrouvé allongé sur le ventre, les yeux ouverts. Avec grand soin, la police enveloppa son corps dans une couverture, le séparant délibérément de celui de Shirley pendant le transport. L'enquête ultérieure montra que Shirley avait ingéré une forte dose d'Adavan, un anxiolytique qui lui avait été prescrit. Les enquêteurs découvrirent une tétine près du quai, contenant du lait mélangé à de l'Adavan. Un témoin rapporta avoir entendu les pleurs d'un bébé vers 2h30 du matin. Les enquêteurs conclurent que Shirley avait dopé Zachary et, après l'avoir attaché à son propre corps avec un pull, s'était jeté du quai. Bien que la noyade ait été la cause officielle de leur mort, il fut déterminé que Zachary était inconscient au moment de l'incident et n'avait pas souffert. Dans un dernier acte de manipulation, Shirley stationna son véhicule près de la maison de son ex-petite amie, laissant des photos d'elle et de Zachary, ainsi que des vêtements usés, dans une tentative apparente de l'impliquer dans les meurtres. L'enquête exclut rapidement toute implication de sa part. L'autopsie révéla que, contrairement à ses affirmations, Shirley n'était pas enceinte. Kate et David décidèrent de faire incinérer Zachary, comme ils l'avaient fait pour Andrew, et d'éparpiller ses cendres dans des endroits qui avaient une signification particulière pour leur fils, des lieux où il avait partagé des moments importants avec la famille et les amis. Cette perte dévastatrice marqua profondément leur vie, les poussant à remettre en question le système judiciaire qui avait permis que cette tragédie se produise. La perte de Zachary fut un point de rupture pour Kate et David. La présence de leur petit-fils avait été la seule chose qui les avait maintenus en vie après le meurtre d'Andrew. Pendant leur lutte pour la garde, ils avaient même envisagé des mesures extrêmes, allant du kidnapping de Zachary à des plans plus sombres. David, en particulier, avait envisagé d'éliminer Shirley, bien qu'il ait gardé ses pensées secrètes pour protéger Kate des implications légales. Après la tragédie, le couple traversa une période si dévastatrice qu'ils envisagèrent de mettre fin à leur jour. Cependant, ils décidèrent de transformer leur douleur en action, choisissant d'utiliser leur expérience pour faire pression en faveur de changements législatifs afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent. Malgré une interdiction de la presse concernant l'affaire, qui risquait de les faire emprisonner s'ils faisaient des déclarations publiques, Kate et David décidèrent de tenir une conférence de presse, défiant les conseils de leurs avocats. Pour eux, l'importance de partager l'histoire de Zachary surpassait les conséquences légales potentielles. Lors de la conférence de presse, Kate et David ont exprimé leur profonde conviction que la mort de Zachary était directement liée à un système judiciaire défaillant, mettant particulièrement en cause les décisions de la juge Welch, qu'ils considèrent comme déterminantes dans le tragique dénouement. Le couple a également lancé une campagne contre le docteur John, le psychiatre de Shirley, en déposant une plainte officielle auprès du Collège des médecins et chirurgiens. L'enquête sur le docteur John a révélé plusieurs manquements dans sa relation professionnelle avec Shirley, notamment le paiement de sa caution. En conséquence, il a été condamné à une amende de $10 000 et à suivre une thérapie professionnelle. En octobre 2006, un rapport détaillé de plus de 500 pages, intitulé « Revue et enquête Turner », a été publié par un expert en défense des enfants. Le document concluait que la mort de Zachary aurait pu être évitée, attribuant cette tragédie à des défaillances systémiques dans le système judiciaire et à des pratiques de protection de l'enfance inappropriées. 3 ans plus tard, en octobre 2009, le projet de loi Zachary a été présenté à la Chambre des communes du Canada. Cette législation a modifié les lois pénales, stipulant que les tribunaux ne peuvent accorder la liberté sous caution aux accusés de crimes violents sans justification solide, et que la simple existence d'enfants à charge ne peut constituer un motif valable pour une telle décision. Le projet de loi a été officiellement adopté en décembre 2010. Kurt, l'ami d'enfance d'Andrew, a produit un documentaire intitulé « Cher Zachary ». Initialement conçu comme un hommage à Andrew afin que Zachary puisse connaître son père en grandissant, le projet a évolué pour devenir un puissant outil de défense des droits après la mort tragique du petit garçon. Le film, sorti en 2008, a été acclamé par la critique. En mémoire d'Andrew et Zachary, 2 bourses ont été créées, la bourse Docteur Andrew David en médecine familiale,
destiné aux étudiants en médecine à l'hôpital de Latrobe, ayant déjà soutenu près de 48 étudiants dédiés à la médecine familiale, et le Fonds Docteur Andrew et Zachary, créé pour aider les étudiants de l'Université Memorial. Ces initiatives ne sont pas seulement un hommage aux vies perdues, mais aussi un engagement continu pour le changement social et la prévention de tragédies similaires, transformant une histoire de perte immense en un legs d'espoir et de réforme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser vos impressions dans les commentaires, de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires.